Alors évidemment, la haine de l'autre, le rejet de l'autre, la peur de l'autre sont des réflexes qui puisent très loin. Et il serait sans doute assez difficile d'en établir une genèse exacte, mais qui constitue, à n'en pas douter, un combat à mener. Avec le professeur Mollier, nous avons ensemble élaboré le titre de cette conférence, et évidemment la liste des négations de la fraternité et de ces antifraternités que nous avons retenues ne saurait être exhaustive, cela va de soi. Le rejet de l'autre concerne malheureusement bien d'autres catégories, bien d'autres populations, bien d'autres, tout ce qu'on voudra. Il n'est que, par exemple, de penser à la chasse à l'homme, véritablement, à cette traque dont sont l'objet, ou dont ont été l'objet, il y a vraiment très peu de temps, les homosexuels en Tchétchénie. Alors, je vais vous présenter très brièvement, en quelques mots, le professeur Mollier, qui est professeur émérite d'histoire contemporaine à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, qui est spécialiste de l'histoire de l'édition et qui est l'auteur de très nombreux ouvrages. Alors, je vais citer juste les derniers, en particulier une autre histoire de l'édition française et Le géant aux ailes brisées en 2015. Et puis, c'est un scoop parce qu'il est sorti il y a 2 jours. Et d'ailleurs, le professeur Mollier sera à votre disposition pour le dédicacer dans le hall de la rue Cadet à l'issue de cette conférence. Donc, il y a 2 jours est sorti L'âge d'or de la corruption parlementaire, 1930-1980, que je vous présente en exclusivité physiquement. Le professeur Mollier a également publié une tribune qui a été très remarquée dans Le Monde le 30 décembre 2014, soit 15 jours, même un peu moins, avant les attentats contre Charlie Hebdo, annonçant de façon prémonitoire les dangers qui nous guettaient. Et il récusait alors le parallèle établi entre les djihadistes et ceux qui allaient combattre auprès des républicains espagnols et dénoncer l'État islamique, ou Daesh, comme il préfère l'appeler, comme étant un totalitarisme, un fascisme. Et il a fait en cela preuve de l'engagement intellectuel le plus courageux, parce que l'avenir allait lui donner raison, malheureusement. Et puis, ce qui justifie plus particulièrement sa présence avec nous aujourd'hui, c'est qu'il s'est intéressé à la propagande anti-maçonnique, et notamment dans un ouvrage consacré à l'abbé Bethléem en 2014, intitulé « La mise au pas des écrivains, l'impossible mission de l'abbé Bethléem au XXe siècle ». Je vais laisser Madame Costa-Lascou prendre place. Mais non, parce que nous sommes très heureux de vous accueillir. Cet abbé Bethléem, qui était finalement un personnage très charismatique et qui avait cet extraordinaire avantage, évidemment c'est un peu ironique, de mêler à la fois antimaçonnisme, antirépublicanisme et antisémitisme. Alors, et évidemment, il n'est pas le seul, et on pense notamment à Xavier Vallat, autre personnage funeste de ces années 20 et 30, au cours desquelles la conjonction, l'association entre antimaçonnisme et antisémitisme était particulièrement virulent. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, même si les choses ont beaucoup changé, et il est bon d'en convenir, les traces de ce passé sont toujours présentes, et évidemment particulièrement à l'heure où les thèses complotistes se multiplient et fleurissent, notamment sur Internet. Voilà. Donc bon, j'en ai assez dit, vous savez à qui vous avez affaire maintenant, donc je vais avec grand plaisir céder la parole à Monsieur Mollier. Monsieur le professeur, vous avez la parole. Je voudrais d'abord remercier le Grand Orient de France et son grand maître Philippe Foussier, qui me font l'honneur de m'offrir cette tribune pour parler au fond de ce qui m'est le plus cher, c'est-à-dire les recherches sur lesquelles j'ai menées depuis un certain nombre d'années, et particulièrement ici dans un domaine
sur lequel il faut revenir aujourd'hui, celui des négations de la fraternité. Vous l'avez vu dans mon titre, j'ai mêlé antimaçonnisme, antisémitisme, racisme, et j'essaierai d'expliquer pourquoi. Pourquoi ce titre? Les tables rondes que vous avez pu suivre dans la matinée consacrées aux mineurs étrangers non accompagnés, à la fraternité dans le pacte républicain ou à la morale laïque ont montré que l'on ne pouvait guère évoquer la fraternité sans dire quelques mots de son antithèse ou du rejet de la fraternité, de la fermeture opposée à l'ouverture, de l'exclusion opposée à l'inclusion, de la peur de l'autre, de ces étranges étrangers de Barbès et de la Chapelle, pour citer un magnifique poème de Jacques Prévert. Si on évoque, comme Pierre Cernat l'a fait ce matin, les fêtes de la fraternité, et comme je le ferai dans un instant, ces grandes fêtes de la fraternité, elles ont existé historiquement, on doit conserver en mémoire le fait qu'elles ne firent jamais l'unanimité, quoiqu'en ait rêvé sans doute Robespierre et ceux qui, après Jean-Jacques Rousseau, voulaient se persuader qu'un univers transparent et sans obstacle était viable et même désirable. J'évoquerai quelques grandes fêtes de la fraternité. Le 14 juillet 1790, évidemment, le premier anniversaire de la Révolution. Il suffit de relire Michelet pour retrouver, au fond, l'émotion qui s'était emparée de ceux qui manifestaient ainsi à la fois leur amour de ce changement qui allait amener la République et puis qui exaltait à la fois la liberté, l'égalité et la fraternité. On pourrait évoquer aussi les fêtes de février 1848, au moment où il y a une sorte d'illusion lyrique, de consensus, où les classes sociales communient ensemble. Un historien américain, Frank Paul Bowman, a écrit un beau livre qu'il avait intitulé « Le Christ des barricades ». Et oui, en 1848, ça n'a pas duré très longtemps, pendant quelques semaines, on voyait les curés planter des arbres de la liberté et, en quelque sorte, être en plein accord avec ceux qui avaient été sur les barricades de février. Naturellement, l'Église ne sera pas aux côtés des insurgés de juin 48, mais là, ce sera une autre insurrection, celle de la faim. On pourrait également évoquer les magnifiques tableaux qui ont été peints, soit en 1848 ou un peu après, pour montrer, pour représenter la République universelle. On voit s'avancer les républiques sœurs, l'Italie, l'Allemagne, la Belgique, la Pologne. Je saute un siècle pour évoquer le 14 juillet 1936. Vous voyez, c'est souvent à l'occasion du 14 juillet que s'exprime une sorte de communion populaire et où la fraternité véritablement s'exprime de manière presque unanime, jamais complètement unanime. On pourrait également sortir de France, et je le fais volontairement, évoquer le Chili d'Allende en 1970, avec cet immense espoir qui secouait la population. Et j'ai conscience que parler de Salvador Allende ici, dans le Temple Grossier, ça a évidemment une signification, puisque c'est de notoriété publique, Allende était franc-maçon. On pourrait aussi se souvenir des magnifiques paroles de Quilapayún, « El pueblo unido jamás será vencido ». C'est intéressant de préciser qu'ils l'ont publié en juillet 1973, quelques semaines avant que le 11 septembre, les troupes de Pinochet ne se livrent à un véritable massacre. Vous savez sans doute pour la plupart qu'il y eut à peu près 3000 morts, c'est-à-dire très exactement le chiffre d'un autre 11 septembre, celui de 2001 que le monde entier connaît aujourd'hui. Le 11 septembre 1973 a tendance, lui, à n'être connu désormais naturellement des Chiliens et des Latino-Américains en général, mais ensuite plutôt des historiens. Je voudrais évoquer aussi les printemps arabes, parce qu'ils ont connu leur fraternité, leur communion, mais vous le savez comme moi, la plupart de ces printemps arabes ont débouché sur le refus du pluralisme religieux, sur la chasse à ceux que l'on nomme les apostats, au mépris le plus total de l'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui a été adoptée par l'ONU et qui dit à l'article 18, qui proclame le droit souverain pour tout homme
d'avoir ou de ne pas avoir de religion et d'en changer. Or, l'apostasie, c'est évidemment la négation de ce principe fondamental de liberté. Ces printemps arabes ont aussi débouché pour certains, ça a été rappelé il y a un instant, par ce que j'ai nommé effectivement dans cette tribune libre du Monde publiée le 31 décembre 2014, un fascisme d'essence religieuse, un totalitarisme d'essence religieuse qui refuse tout droit à une pensée différente. Alors revenir sur les antifraternités et particulièrement sur l'antimaçonnisme du XIXe siècle et le poison de la haine inculqué dans le cœur des fidèles catholiques, c'est essayer au fond de trouver un certain nombre de moyens de comprendre pourquoi, en 1940, le gouvernement du maréchal Pétain, à peine installé, à peine un mois plus tard, allait prendre cette étrange décision d'interdire les sociétés secrètes et le Grand Orient de France et toutes les autres loges, alors même que la France, vaincue, avait évidemment bien d'autres problèmes à résoudre. Premier point de mon exposé, antimaçonnisme et antisémitisme comme résurgence de l'antiprotestantisme, qui est probablement l'anti, en quelque sorte, le plus lointain aujourd'hui, le moins oublié, parce qu'au fond, il y a peu d'expressions publiques de l'antiprotestantisme. Aux origines, il y a la réforme, on devrait plutôt dire les réformes, mais enfin, on peut utiliser aussi le terme qui subsume l'ensemble des réformes et qui va produire le premier véritable traumatisme dans la chrétienté, et particulièrement pour l'Église romaine. C'est en réaction contre les réformes, contre Luther, contre Calvin, que le Concile de Trente va proposer ce qu'on a appelé à juste titre la contre-réforme. Mais c'est à partir de là que le protestantisme est défini comme, au fond, le grand Satan, comme l'empire du mal, dirait-on en utilisant des termes du XXe siècle. Le deuxième choc, le deuxième trauma, c'est la Révolution française, qui est immédiatement définie, elle aussi, comme une œuvre satanique, et on voit surgir la première analyse du complot jacobin dès 1795 avec l'abbé Baruel. Mais plus profondément, au fond, que les écrits de l'abbé Baruel, qui n'ont été lus que par quelques spécialistes, il y a là un corps de doctrine qui se met en place pour essayer de chercher les origines et les responsables du complot, de la conspiration contre l'Église. La condamnation de la franc-maçonnerie n'a pas attendu la Révolution française, puisque la première encyclique papale date de 1738. C'est la première condamnation. La date est intéressante, on est dans la fin du premier tiers du XVIIIe siècle. 20 ans plus tard, c'est l'encyclopédie et l'ensemble des Lumières qui vont être également mises à l'index Librorum Prohibitorum et condamnées comme étant une œuvre satanique menaçant même l'existence de l'Église. Avant d'en venir à l'antimaçonnisme, je voudrais évoquer aussi l'anticléricalisme républicain, parce qu'au fond, vous le savez bien, l'Église catholique a toujours essayé de dire que l'anticléricalisme n'était qu'une réponse que le cléricalisme n'était qu'une réponse à l'anticléricalisme. C'était un petit peu la thèse de René Raymond, qui avait tendance à oublier que, par définition, un anti ne peut venir qu'après quelque chose de positif. Et par conséquent, c'est le cléricalisme qui est premier dans l'histoire, même si, vous le savez bien, chercher la poule avant l'œuf ou l'œuf avant la poule est toujours un exercice périlleux. L'anticléricalisme républicain est une réalité. C'est une réalité héritée probablement de l'humanisme et des Lumières, parce que l'humanisme et les Lumières ont, au fond, vanté le primat de la raison, ont appelé l'homme à réfléchir par lui-même. Vous vous souvenez de ce que Emmanuel Kant résumait dans cette magnifique leçon de 1784, Was ist Aufklärung, qu'est-ce que les Lumières? Il citait Horace et il appelait l'ensemble des intellectuels, des penseurs, à penser par eux-mêmes, et il le disait en latin naturellement, sapere aude, on peut le traduire comme on veut, mais c'est quelque chose comme oser penser par vous-même, au fond, jeter à bas toutes les superstitions, tout ce qui vous empêche de penser par lui-même. On pourrait évoquer aussi l'humanisme, dont le principe, toujours en latin, s'exprimait de la manière suivante: ut libri sint liberi. Qu'est-ce que cela veut dire? La plupart d'entre vous n'ont pas fait de latin. Là où il y a des livres sont les hommes libres.
Et ce principe était évidemment une sorte d'insulte à l'Église catholique qui mettait à l'index l'ensemble des œuvres qui prônaient la libre pensée, comme on l'appellera, au XIXe siècle. Mais il y a dans l'humanisme et dans les Lumières les racines de la libre pensée. Alors l'anticléricalisme s'est développé considérablement au moment de la Révolution française, au moment du vote de la Constitution civile, et à l'époque où on a fermé les couvents, où on a essayé de marier les religieuses qui sortaient des couvents. 1848 n'a pas vu de véritable résurgence de l'anticléricalisme, puisque, je l'ai dit dans mon introduction, on a assisté plutôt à une sorte de fraternité avec les plantations d'arbres de la liberté bénis par les curés. C'est donc au début de la Troisième République, au moment où, par exemple, les enterrements civils sont quasiment interdits. Ainsi, à Lyon, pour prendre un exemple, si on veut être enterré civilement au début de la Troisième République, en 1872 ou 1873, eh bien, il faut se faire enterrer après 20 heures. C'est-à-dire qu'on revient pratiquement à l'époque où les comédiens étaient jetés aux chiens, où il fallait les enterrer nuitamment. Donc, on est en République, mais c'est une République qui n'est pas encore républicaine avant 1879, et l'anticléricalisme revient en force. Vous connaissez le fameux mot d'ordre de Péra, qui est repris par Gambetta, le cléricalisme, voilà l'ennemi, qui n'est pas une déclaration de guerre à l'Église catholique. Gambetta entretiendra d'excellentes relations avec la plupart des cardinaux, c'est même lui qui remettra la barrette de cardinal au fondateur des Pères Blancs, Monseigneur Lavigerie. Non, c'est un combat qui est engagé contre le cléricalisme, c'est-à-dire contre une expression politique de la part d'un courant de pensée qui devrait considérer que la religion fait partie du fort privé et non pas et n'a pas à s'exprimer publiquement. Alors c'est la grande époque, il faut en citer quelques-uns pour sourire un petit peu, c'est l'époque de la Marseillaise anticléricale. Bon, Léo Taxil, l'évoquer ici, c'est peut-être prendre le risque d'évoquer un pendu, la corde dans la maison d'un pendu. On le sait, Léo Taxil est une personnalité très ambiguë et qui a joué tellement sur les retournements qu'on ne sait plus très bien où il était. Il n'y a pas de biographie complètement satisfaisante sur le personnage. C'est l'époque où, dans la presse satirique, on caricature l'abbé Corbeau et la sœur Chouette. Et ma préférée, c'est la petite Marie à la coque. C'est une bienheureuse, elle n'est pas encore tout à fait sainte, mais elle est quand même en chemin pour être sanctifiée. Elle a le tort, évidemment, de s'être réellement nommée à la coque. Alors vous imaginez les caricaturistes qui la montrent sortant d'un œuf à la coque et croquée à la cuillère par les anticléricaux. Bon, les journaux de l'époque, la Calotte, les Corbeaux, l'Anticlérical, le Grelot, le Charivari, l'Assiette au beurre et bien d'autres vont effectivement utiliser le combat anticlérical pour dénoncer le fait que l'Église catholique, au début de la Troisième République, n'a toujours pas renoncé à l'idée qu'elle doit jouer un rôle. N'oublions pas que jusqu'en 1905, l'ensemble du clergé est fonctionnarisé. Un prêtre touche une solde équivalente à peu près à celle d'un adjudant et un évêque est payé comme un général. C'est ce que la loi de séparation des églises et de l'État en 1905 va balayer. C'est ce qui demeure en Alsace et Moselle, puisque le concordat a été maintenu dans ces deux régions à cause, vous le savez, de la guerre de 70 et de la guerre de 1914. J'en ai dit assez, au fond, sur l'évocation de l'anticléricalisme républicain. Il ne s'agit pas de le nier, c'est une réalité conflictuelle, parce qu'effectivement, il y a un véritable débat sur ce que doit être la République. Alors, le cléricalisme du XIXe siècle se caractérise évidemment par le refus des Lumières, par le refus du libéralisme. Et là, il faut évoquer un certain nombre de grandes encycliques qui sont fondamentales, notamment celle de Pie IX, Quanta Cura, accompagnée du Syllabus, en 1864, qui est, au fond, la première expression publique d'un authentique du monde moderne. Il condamne dans ce Syllabus, le catalogue, la liste de toutes les erreurs. Et il faut prendre conscience qu'au moment même où est publié le Syllabus, la quasi-totalité de la grande littérature française, de Balzac à Émile Zola, est mise à l'index Librorum Prohibitorum. C'est l'ensemble de l'œuvre de Balzac, c'est l'ensemble de l'œuvre de George Sand,
d'Eugène Sue, de Stendhal, de Flaubert, de Dumas père, de Dumas fils, et ça ira jusqu'à Zola, et ma liste n'est pas exhaustive, je ne vais pas évidemment vous la donner. Ça veut dire que cette Église, non seulement elle s'exprime par rapport à la vie politique, mais elle s'exprime également par rapport à la vie sociale et par rapport à la vie culturelle de la nation. Ce n'est pas pour rien si une partie des fleurs du mal ont été condamnées par la justice civile en 1857, si cette même année, les mystères du peuple d'Eugène Sue ont été condamnés et détruits. Eugène Sue venait de mourir, donc il n'a pas été la victime personnelle de la haine du pouvoir civil. Et cette même année, Flaubert pour Madame Bovary n'est pas condamné, mais il est sévèrement étrillé par le même procureur Pinard qui a laissé son nom dans l'histoire de la censure. Autre texte à évoquer, une autre encyclique très importante de 1884, Humanum Genus, une encyclique à propos du genre humain, parce qu'elle condamne expressément la franc-maçonnerie, considérée, je cite, comme une œuvre diabolique, obstinée à saper les bases du temple. L'ennemi est déclaré en ce tout début de la Troisième République et l'obligation est faite désormais, j'y reviendrai, aux évêques d'allumer des contre-feux. On est en 1884, je le rappelle, la Troisième République n'est devenue républicaine qu'en janvier 1879. Il faudrait évoquer également d'autres encycliques, Lamentabili Sane Exitum en 1907, et puis un an avant, au lendemain de la séparation, Vehementernos, avec quelle véhémence nous élevons, dit le pape, contre la séparation des églises et de l'État. Très curieusement, on pourrait s'étonner que le Vatican, que Rome ait accepté les associations cultuelles en Bavière, donc en Allemagne, puisque l'Allemagne existe depuis 1871, et qu'elle les ait acceptées sans aucun problème aux États-Unis. Vous le savez bien, Pascal l'avait dit, vérité au-delà des Pyrénées, erreur en delà. Les cultuels au-delà du Rhin, pas question d'avoir des cultuels en deçà du Rhin. Et c'est à partir de ce refus, effectivement, de confier les biens de l'Église aux associations cultuelles que la véritable bataille va être déclenchée au moment où les percepteurs des impôts vont venir faire l'inventaire des églises. Ce sont les batailles de 1906. Ajoutons aussi un texte qui n'a rien à voir avec l'Église, mais publié dans cette même période que je qualifierais de climatérique, 1886, c'est la publication de La France juive d'Édouard Drummond, un ancien policier patenté du Second Empire, comme je l'ai écrit il y a plus de 20 ans, mais je continue à voir qu'un certain nombre d'historiens continuent à penser que Drummond est un idéologue. Oui, il est un idéologue, mais un idéologue qui avait pour le moins dès le départ un fil à la patte et dont on peut quand même se demander pourquoi il a écrit ces 2 gros volumes publiés chez Flammarion. C'est pas n'importe qui, un grand éditeur de l'époque. La maison Flammarion a depuis dit haut et fort que le livre avait été publié à compte d'auteur et que ce n'est qu'après que la maison Flammarion, au fond, avait consenti à le vendre. Tout cela ne résiste pas à l'examen. Le livre est publié, première édition, Marpeau et Flammarion, 1890, et il est mis en vente et il s'en vendra 80 000 exemplaires en quelques mois. Cet antisémitisme, dont j'essaierai de montrer dans un instant qu'il est effectivement non seulement concomitant, mais intrinsèquement lié à l'antimaçonnisme et à l'antiprotestantisme, il se développe considérablement, mais vous le savez bien, au moment de l'affaire Dreyfus, il y aura des centaines de manifestations antisémites dans les grandes villes françaises, il y aura des blessés, beaucoup de vitrines seront démolies, et en Algérie, c'est-à-dire en France, 3 départements français à l'époque, il y aura mort d'homme. Inutile de revenir, vous connaissez cela. Sans doute faudrait-il également le lier, car c'est un des termes que j'ai mis dans le titre de ma conférence, au racisme et au fait que c'est à partir du ministère Boulanger, du ministère de la guerre, de Georges Boulanger, ministre de la guerre, 1886-88, c'est en ces années-là que sont prises les premières mesures à l'encontre des étrangers. Jusque-là, au fond, la carte d'identité n'existe pas. C'est un héritage de 1917, mais elle est déjà imposée aux étrangers à partir des années 1889 et on commence à voir des troubles, des bagarres contre les Belges dans le Nord, contre les Italiens à Aigues-Mortes, les fameuses
bagarre et meurtre d'ouvriers italiens, les Cristaux, à Aigues-Mortes en 1893. C'est le moment où on commence à dénoncer l'invasion par les Juifs qui fuient les pogroms d'Europe centrale et qui dorment dans la gare de Lyon. C'est également dans ces années-là. Au fond, sur ce point, on peut conclure, après avoir évoqué tous ces anti-protestantisme, anti-maçonnisme, antisémitisme et refus des étrangers, eh bien on a là, très précisément, ce qui va composer aux yeux de Charles Maurras, le théoricien à la Belle Époque de toutes ces haines, les 4 États confédérés. Pourquoi Charles Maurras a-t-il désigné dans l'Anti-France 4 États confédérés acharnés à vouloir détruire la France? Eh bien, parce que s'exprimait ainsi le refus de la Réforme, XVIe siècle, le refus de la franc-maçonnerie et des Lumières, XVIIIe siècle, le refus de l'invasion juive, c'était la pensée de Drummond, XIXe siècle. Ne confondons pas les anti-judaïsmes qui avaient existé antérieurement depuis 2000 ans avec cet antisémitisme qui se développe véritablement dans les années que j'évoque. Et je n'en donne qu'un exemple. Le 31 août 1890, vous pourrez vérifier sur Gallica, vous tapez Gallica et le journal La Croix, vous allez à 1890, le mois d'août 1890, et vous allez trouver, en gros titre, « Nous sommes le journal le plus antisémite de France ». Ce n'est plus seulement, comme le disait René Raymond, de l'anti-judaïsme, celui-là il subsiste incontestablement, il s'agit bien, et les pères assomptionnistes ne se trompent pas, il s'agit bien d'antisémitisme. Et le phénomène est nouveau, il vient s'ajouter à un rejet ancien, mais qui était lié à l'histoire plutôt religieuse, le peuple déicide, etc., il vient s'y ajouter par le refus, effectivement, de ce qui est dénommé l'invasion juive, avec Drummond qui voit évidemment des juifs partout. Il faut peut-être rappeler que les juifs français de l'époque ne dépassent pas quelques centaines de milliers d'individus sur 35 à 38 millions d'habitants. Deuxième point de mon exposé, quels ont été les visages de l'antisémitisme avant la guerre de 14 et après la guerre de 14. Avant la guerre de 14, j'entends de la période qui va de ces années 1880 jusqu'en 1914 et après. Je reviens sur la fameuse encyclique Humanum Genus. Elle est donc publiée en 1884 et elle fait obligation désormais à tous les évêques de réagir contre la franc-maçonnerie afin de protéger la jeunesse. Il s'agit donc de démasquer la franc-maçonnerie et de développer une propagande appropriée. Et faisons bien attention qu'en ces années 1880, ce qu'on appelle l'ultramontanisme, c'est-à-dire le fait que les évêques ne sont plus des évêques nationaux, gallicans, comme on disait en France, et obéissant d'abord au pouvoir civil avant d'obéir au pouvoir religieux, l'immense majorité des évêques sont désormais ultramontains, c'est-à-dire qu'ils obéissent à Rome, c'est-à-dire qu'ils appliquent les encycliques et qu'ils agissent en fonction de ces directives, ce qui n'était pas le cas avant les années 1850-1860. Obligation donc de démasquer la franc-maçonnerie. Pour moi, l'année 1884 marque un véritable tournant. Il ne s'agit pas seulement, vous voyez, de fantasmes d'intellectuels, comme on pouvait les trouver chez l'abbé Baruel, chez Gougenot des Mousseaux, chez un certain nombre d'antimaçons qui s'étaient exprimés dans des livres, mais dans des livres très érudits et au fond que personne quasiment ne lisait. Non, là il s'agit bien d'une expression publique et d'un rejet de la maçonnerie par l'Église romaine. Pour prendre un exemple sur lequel j'ai travaillé, en travaillant notamment aux archives historiques de l'archidiocèse de Cambrai. Il n'y avait pas d'évêché à Lille à l'époque, c'est un énorme archevêché, c'est l'archevêché historique de Fénelon, il y avait plus de 2000 prêtres, pour vous donner un exemple, sans parler des religieux, sans parler des frères, il y avait 2000 prêtres desservants dans ces années antérieures à 1900. À Cambrai, Monseigneur Delassus, qui a fondé la Semaine religieuse de Cambrai, c'est-à-dire un journal qui est lu par l'ensemble, évidemment, des ecclésiastiques, et bien au-delà des ecclésiastiques, un journal qui nourrit
les analyses de la Croix du Nord, car il y a la Croix nationale et puis il y a les croix départementales. Et la Croix du Nord, comme la Croix de l'Ardèche, sont parmi les plus importantes. Donc la semaine religieuse de Cambrai, que plus personne ne lit en dehors de quelques historiens évidemment, cette semaine religieuse de Cambrai, elle s'en prend, je la cite, à la franc-maçonnerie et aux juifs, amalgamés et considérés ensemble comme l'expression maléfique de l'esprit de la Révolution française. Un autre prélat, Monseigneur Delamer, publie un tract diffusé à des dizaines de milliers d'exemplaires, intitulé « Le franc-maçon, voilà l'ennemi ». Nous sommes en 1903. Et à partir de 1905, le grand séminaire de Cambrai, suivi par d'autres grands séminaires français, va inscrire l'enseignement de l'antimaçonnisme comme matière obligatoire dans la formation des futurs prêtres. Exactement comme la théologie, la morale ou l'histoire sainte, l'antimaçonnisme devient une matière d'enseignement. Je pense qu'il y a là un travail à entreprendre pour les historiens de lire les livres qui ont été publiés par les professeurs de ces séminaires, d'essayer de retrouver les cours pour essayer de comprendre quel pouvait être au fond l'horizon d'attente des prêtres qui tout simplement étaient desservants des paroisses dans les années 1930 ou 1940. Qu'est-ce qu'ils avaient appris 30 ou 40 ans plus tôt en faisant leurs études pendant les 4 ou 5 années, en principe c'était plutôt 4 ans avant la guerre de 14, que durait l'enseignement des futurs prêtres. Je reviens à Monseigneur de Lassus, ça ne vous étonnera pas. En 1910, il publie un énorme livre en 3 volumes intitulé « La conjuration antichrétienne, le temple voulant s'élever sur les ruines de l'Église catholique ». Un an après le déclenchement de la deuxième guerre des manuels scolaires, en 1909, un certain nombre de prélats, de cardinaux, d'archevêques et d'évêques interdisent aux pères de famille catholiques d'utiliser les manuels scolaires du primaire rédigés par des instituteurs ou des professeurs francs-maçons et naturellement républicains, interdiction de les utiliser. C'est une véritable bataille qui se déroule au même moment. On publie donc des œuvres théoriques. 1912, c'est la date de fondation de la Revue internationale des sociétés secrètes, de Monseigneur Jouin, qui est plutôt considéré aujourd'hui par les historiens catholiques comme une sorte, au fond, d'illuminé. Je veux bien qu'il ait été quelque part illuminé, mais alors on pourrait s'interroger sur les racines de sa foi. Est-ce qu'elle ne fait pas partie non plus d'une autre illumination? Il n'était pas simplement un illuminé, d'abord parce qu'il était curé de la paroisse de Saint-Augustin, qui n'est quand même pas n'importe quelle paroisse parisienne, et parce qu'il a eu le soutien permanent à la fois du cardinal archevêque de Paris et du Vatican. Et c'est lui, Monseigneur Jouin, qui, en 1920, va publier un titre dont je donne le titre complet. Le péril judéo-maçonnique, les protocoles des sages de Sion. On a tort de citer la deuxième partie du titre sans rattacher à la première qui dit tout. Le péril judéo-maçonnique. On est évidemment 3 ans après la révolution bolchevique et aux juifs francs-maçons va s'ajouter la figure du juif bolchevique au couteau entre les dents. Et on va voir fleurir des affiches au moment des compétitions électorales ou en dehors pour dénoncer. Vous voyez comment, au fond, ce que nous appelons aujourd'hui le complotisme, le conspirationnisme, se nourrit à la fois d'une revue importante, d'une revue qui va rassembler, au fond, toute l'élite, pas simplement de l'extrême droite maurassienne, mais de la droite française. Et je vais y revenir. Mais avant 1914, il faudrait pouvoir évoquer et projeter les dernières pages du Pèlerin, qui est un magazine qui paraît en fin de semaine, le dimanche, et la 4e de couverture, comme on dit, est consacrée en général, toujours à un dessin. Et on y voit très fréquemment des juifs au nez crochu revêtus du tablier maçonnique. Et j'évoque là les dessins de Damblanc ou de Géniaux, qui étaient 2 des dessinateurs, des caricaturistes les plus importants.
C'est intéressant parce que, tout à l'heure, on a évoqué Xavier Vallat. Xavier Vallat, quand il est en prison à Paris en 1945 et qu'il prépare sa défense, dans le mémoire qu'il va remettre au juge d'instruction, il évoquera son passé. Il a été élevé au grand séminaire de Privas, en Ardèche, la région, le département dont il a été le député. Et il dit que dans la ferme où il vivait, on attendait chaque dimanche impatiemment l'arrivée du pèlerin. Et il cite ses dessins. Alors évidemment, on pourrait dire, oui, mais dans la position où il est, il a besoin, en quelque sorte, d'atténuer sa responsabilité. C'est évident. Est-ce que pour autant, on ne doit pas prendre au sérieux les arguments qu'il invoque pour sa défense? C'est-à-dire que le fait qu'en effet, les enfants, les adolescents et les adultes étaient nourris de ce rejet de l'autre, de cette haine qui s'exprimait sous la forme de l'amalgame et de ce rejet des 4 États confédérés. Qu'en est-il après la Première Guerre mondiale? La Revue internationale des sociétés secrètes de Monseigneur Juin va être véritablement un carrefour, mais il faut y ajouter bien d'autres mouvements. On a oublié que le mouvement politique qui a rassemblé le plus d'adhérents en France, à toutes époques confondues, c'est la Fédération nationale catholique. Elle est née en 1924 pour s'opposer à la politique de gauche et anticléricale menée par Édouard Herriot au nom du cartel des gauches. Elle est née avec le plein soutien de Pie XI, qui a confié au général de Castelnau la tâche, effectivement, de mener le combat des catholiques. 2 200 000 adhérents, sans parler de la branche féminine qui rassemblait des centaines de milliers d'adhérentes et des branches jeunesse qui en avaient également beaucoup. C'est à la Fédération nationale catholique que l'abbé Bethléem va exercer ses talents d'orateur, que Xavier Vallat a exercé ses talents d'orateur, que Philippe Ibarnet-Gareil, que Philippe Henriot se sont exercés à la prise de parole publique pour développer tous ces thèmes. Et c'est également dans la revue des lectures de l'abbé Bethléem et par l'intermédiaire de la Fédération nationale catholique que la dénonciation des francs-maçons bat son plein au début des années 1930. Ce sont des faits peu connus parce que qui, en dehors de l'historien, passe des milliers d'heures à lire la revue des lectures? Il y a de quoi avoir une véritable indigestion. Oui, mais si on ne le fait pas, on passe à côté de ce qui a nourri l'imaginaire et les représentations de bon nombre de Françaises et de Français de l'entre-deux-guerres. Cette revue, ce n'était pas simplement une revue pour les patronages ou une revue pour les grenouilles de sacristie. Elle avait 15 000 abonnés. Elle avait des abonnés dans 132 pays. C'est avec la revue des lectures de l'abbé Bethléem qu'à Montréal, au Canada, ou à Montevideo, en Uruguay, on autorisait ou on refusait la représentation d'une pièce de théâtre ou d'un opéra. C'est avec la revue des lectures qu'au Brésil, on faisait la chasse également aux mauvais livres. Donc c'est une revue extrêmement importante. Elle avait autant d'abonnés que la NRF. Alors évidemment, dans les belles histoires des intellectuels, dans les histoires de la littérature, on cite toujours la NRF, évidemment. Jamais la revue des lectures. Enfin, une revue de bibliographie, ça n'intéresse personne. Si j'ajoute que le maître-livre de l'abbé Bethléem, Romans à lire et romans à proscrire, en 11 éditions consécutives entre 1904 et 1932, a eu 140 000 acheteurs, 140 000 acheteurs, et évidemment bien davantage de lecteurs, on voit combien effectivement ce type de lecture était prisé par un certain nombre de milieux. J'ai dit dénonciation de la franc-maçonnerie et dénonciation publique des francs-maçons, nommément dans la revue des lectures, à la demande de la Fédération nationale catholique. J'ai été travailler aux archives de l'Église de France, pas tout à fait sûr qu'ils ne regrettent pas parfois d'ouvrir leurs archives, mais elles sont ouvertes et par conséquent, je suis allé travailler aussi sur les archives des jésuites. Je n'ai aucune détestation d'aucun ordre religieux et partout où des archives sont ouvertes, j'essaie d'aller pour regarder. Donc, en plein accord avec la Fédération nationale catholique, à partir de 1930, la revue des lectures publie la liste des francs-maçons qui sont des écrivains,
ou qui travaillent dans la presse, qui travaillent dans les milieux culturels, dans la publicité. En 1932, on s'en prend à ceux qui travaillent dans le monde du théâtre, du cinéma, on trouve les listes de noms. Puis, en 1934, ça va être toutes les professions médicales, les médecins, les pharmaciens, les vétérinaires, là encore, publication de listes, et en 1936, évidemment, tout le monde de la culture. Ça veut dire que 4 ans avant que le gouvernement du maréchal Pétain n'interdise les sociétés secrètes, il y a bien une véritable chasse aux sorcières avec, au fond, constitution d'un fichier nominal, et ça passe par des formes de publication qui ne choquent personne. La France catholique, qui est un grand magazine de l'époque, la Revue des lectures, tous ces journaux approuvent cette véritable chasse aux sorcières. Est-ce que c'est un hasard si on va retrouver une partie des personnalités dont j'ai parlé au commissariat aux questions juives à partir de 1941? Non, évidemment. À la fois Xavier Vallat, mais Philippe Henriot, mais bien d'autres que je n'ai pas cités, Félix Calmédage, qui était un avocat qui dirigeait la plus importante association de familles catholiques écoutant la radio. La radio est un média qui devenait très important et donc il y avait une véritable surveillance. On notait les émissions qui avaient une tonalité trop maçonnique et on les dénonçait dans des revues. Tous ces dirigeants, au fond, de la France de Vichy, de tous ces hommes qui vont essayer de mettre en place cette révolution nationale chère au maréchal Pétain, ils ont été formés véritablement dans les cercles catholiques dans l'entre-deux-guerres, et pour certains même avant. Il n'est donc pas étonnant si on va retrouver avec Bernard Fay, à la direction de la Bibliothèque nationale, un antisémite militant qui va essayer de constituer un musée des sociétés secrètes et qui va s'emparer des archives du Grand Orient pour les avoir à sa disposition. Il n'y a pas là d'illumination, il n'y a pas là d'expression monomaniaque, d'une sorte de fixation. Non, on a affaire à un professeur au Collège de France qui est cohérent avec lui-même. Il est cohérent avec la doctrine de Charles Maurras. Les 4 États étant confédérés pour obtenir le déclin de la France, la destruction de la nation, la perte de la patrie, alors il faut combattre les 4 États confédérés. Ça passe par la chasse, évidemment, aux francs-maçons, mais la chasse également aux juifs, aux protestants, aux métèques. Pour comprendre cette logique qui nous est évidemment devenue étrangère, pour comprendre ou pour mesurer l'intensité de cette haine qui sous-tend les décrets d'août 1940 et d'octobre 1940 contre les sociétés secrètes, la franc-maçonnerie, les juifs, et pour comprendre l'enfermement des réfugiés allemands et espagnols qui a débuté dès 1939, au moment où les républicains espagnols affluent en France. Pour comprendre tout cela, il faut revenir au Code de la famille, qui est publié sous la forme d'un train de décret-loi en juillet 1939, c'est avant Pétain, c'est Daladier, un radical qui est au chef du gouvernement. Il faut en revenir à cette hantise du déclin de la France. La France produisait, entre guillemets, 1 million de bébés par an avant la guerre de 14, et il n'y a plus que 600 000 naissances en 1938. Alors on imagine un véritable déclin, on imagine effectivement des mesures pour l'enrayer. C'est le début des lois qui interdisent toute propagande antinataliste. C'est ce qui explique qu'en 42 et 43, on va guillotiner une femme et un homme accusés d'avoir aidé des femmes à avorter, guillotinés pour simplement avoir aidé à avorter. Là encore, ce n'est pas une folie qui tout d'un coup s'est emparée des juristes. Non, on est bien dans ce corps de doctrine, dans cette matrice intellectuelle qui explique largement toutes ces haines. Et si j'insiste, au fond, vous l'avez compris, si je reviens à Charles Maurras, vous l'avez bien compris, c'est que si j'avais été à la commission des commémorations nationales, jamais l'idée ne me serait venue d'inscrire Charles Maurras sur cette liste. Faut-il interdire la lecture de Charles Maurras? Naturellement, non. Il faut lire Charles Maurras, il faut l'étudier pour mieux comprendre pourquoi le maurassisme a pu séduire
autant les jeunes intellectuels, les normaliens de la rue d'Ulm, pendant l'entre-deux-guerres, voire après la Deuxième Guerre mondiale. Mais pour autant, faut-il commémorer la pensée ou l'action d'un tel homme qui jusqu'au bout resta fidèle au maréchal Pétain? Certainement pas. Donc, au fond, c'est en revenant à toutes ces haines que l'on comprend mieux, effectivement, pourquoi, dès 1940, on va revenir sur les naturalisations qui ont été accordées depuis 1927. Là aussi, vous voyez, il faut prendre le temps, comme je l'ai fait, de lire intégralement le journal La Croix de 1940 à 1944. C'est facile, ça prend pas trop de temps parce que, comme il y a pénurie de papier, le papier coûte trop cher, les journaux ne font que 4 pages, la 4e page est plutôt réservée à la publicité, il n'en reste que 3, il y a quand même des photographies, donc il n'y a pas beaucoup de matière à lire. Du coup, on peut tout lire intégralement. Et quand on lit, lorsque le décret sur la naturalisation est pris, et qu'on lit que, naturellement, il y a des étrangers qui méritent d'être naturalisés, mais c'est à peu près 1 sur 10, et que les autres, ils ont bien cherché, ils ont bien mérité la dénaturalisation. Quand on lit l'approbation du premier statut des Juifs par des pères assomptionnistes, on se dit quand même qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et il faut dépasser ce sentiment, essayer de le comprendre. Je le répète, on est en pleine cohérence avec un corps de doctrine qui existait à l'époque. J'en viens à mon 3e et dernier point, et je serai très rapide, le retour à la fraternité. Il faut quand même essayer maintenant de se purger de tous ces antis que l'historien est obligé, lui, de fréquenter très longuement. Vous savez, certains soirs, quand j'ai terminé mon travail en archive, j'ai besoin de prendre un bain, de me laver physiquement et moralement pour oublier tout cela. Mais il faut quand même faire ce travail. Alors, bien sûr, le retour à la fraternité, pendant même la Deuxième Guerre mondiale, il faudrait évoquer très longuement la résistance et bien sûr l'aspiration à la fraternité, à la liberté, à l'égalité, mais à la fraternité qui dépasse les clivages entre ceux qui croient au ciel et ceux qui n'y croient pas, entre ceux qui sont de gauche et ceux qui sont de droite. La libération également, qui voit effectivement les foules communier véritablement dans une immense fraternité. Aujourd'hui, on vous dit parfois qu'il y avait autant de monde pour acclamer le général de Gaulle que pour acclamer Pétain quelques mois plus tôt. C'est totalement faux. J'ai vérifié, c'est totalement faux. Pour la venue de Pétain, c'était au mois d'avril 1944, il y a 10 000 personnes. Alors évidemment, 10 000 personnes sur une place parisienne qui ne sont pas très très larges, bien filmées, ça vous donne l'impression d'une foule énorme. Il n'y a aucune commune mesure avec les centaines de milliers, voire probablement 1 million de Parisiens qui acclament de Gaulle en quelques semaines plus tard, à la fin du mois d'août 1944. Donc il n'y a pas du tout de confusion entre l'un et l'autre. Le retour à la fraternité, il va être très important, mais vous le savez, la guerre froide va venir très rapidement rompre l'unité politique du tripartisme, mais l'unité au-delà des familles spirituelles, et dès la fin de l'année 1946, eh bien, la fraternité a tendance à disparaître. Toutefois, je voudrais en évoquer d'autres. Nous fêtons pour certains, nous commémorons en nous couvrant de cendres pour d'autres. Je pense évidemment à l'ancien président Nicolas Sarkozy, les 50 ans de mai 68. Mais mai 68, au-delà des aspects politiques, a été une immense fête de la fraternité. 7 à 8 millions de grévistes, jamais la France n'a connu autant de grévistes dans un monde du travail qui représente à peu près 20 millions de personnes à l'époque. Il n'y a jamais eu autant de grèves en 1936, ni avant, ni après. Intense fraternité, même si, bien entendu, il n'y a pas de consensus, et d'ailleurs, vous le savez bien, les élections de juillet 68 ont montré un profond dissensus. Mais l'époque a changé énormément. Je rappellerai que Harakiri est né en 1960, et il a pris le nom de Charlie Hebdo après le décès du général de Gaulle en 1970, avec Harakiri qui quand même est vendu librement sur les grands boulevards parisiens par des colporteurs. Avec Harakiri, on voit bien que la France est en train de changer d'époque. Il y aura bien encore l'interdiction de la religieuse, le film de Rivette en 66, mais globalement, la loi sur la contraception a été votée en 1967, la loi Veil sera votée en 1975. On est là, entre les années 65 et les années 75, dans une décennie véritablement où les antis sont en recul, en reflux, et où, au contraire, on essaie de majorer tout ce qui peut rassembler.
1936, avant 68, avait été deux moments forts de la fraternité, février 48, et puis on pourrait évoquer un certain nombre de films, La vie est à nous, les images en 36 de ces ouvriers qui partent sur les plages en tandem. Il y a un peu d'exagération, ils n'étaient pas des millions à avoir acheté des tandems et à être partis vers les plages, mais enfin, en contrepoint, la dénonciation des salopards en casquette qui vont polluer les plages, c'est dès 1936, donc c'est bien aussi une réalité. J'en viens à ma conclusion. Aujourd'hui, vous le savez, ce qu'on appelle les fausses nouvelles, les fake news, le franglais est à la mode, les fake news et le conspirationnisme, le complotisme se développent sur les réseaux sociaux et Internet en menaçant les libertés du citoyen. Le citoyen qui, au fond, est victime aujourd'hui d'une fausse libéralisation de l'information. Vous vous rappelez, pour aller vite, en 1968, ceux qui manifestaient dénonçaient le fait que la télévision était la voix de son maître et qu'il y avait, il y avait au fond une seule chaîne, d'une certaine manière, la chaîne de l'État. En 1981, les radios ont été libérées, et puis en 1986, les télévisions. D'une certaine façon, on a permis aux citoyens d'avoir davantage de radios, pas simplement les radios d'État, d'avoir davantage de chaînes de télévision, pas simplement les chaînes publiques. Et puis, à partir de la fin des années 1990, c'est Internet. Pour autant, est-ce que l'information véritable du citoyen est meilleure aujourd'hui qu'elle ne l'était dans les années antérieures à 1980 ? Je n'en suis pas certain, car la lecture de la presse écrite, à laquelle nous consacrions beaucoup de temps, pour ma part, pendant les longues années, les 4 décennies, et un peu plus, 4 décennies et demie où j'ai enseigné, je me suis astreint à lire 4 quotidiens tous les jours, pas l'ensemble des quotidiens, mais quand même la plupart des pages politiques, sociales et culturelles. Cela permettait d'avoir une information, en tout cas diverse, pluraliste, comme on dit, distincte. Il va de soi que la vérité du Figaro ne peut pas être celle de l'humanité, que le point de vue du monde n'est pas celui de Libération, mais le fait de les lire ensemble permettait d'avoir une vision quand même plus critique, plus nuancée, plus distancée qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit ressurgir le mythe du complot juif mondial, de l'infiltration maçonnique dans l'appareil d'État. Tout cela refait surface et se nourrit de la crainte d'une immigration sauvage, d'une invasion africaine qui rappelle ce qu'on a appelé, mais c'est oublié aujourd'hui, le péril noir avant 1910. C'est le futur général Mangin qui l'avait théorisé, mais sous l'autre forme de la force noire. Lui disait il n'y a pas de péril, il faut au contraire mettre les Africains sous l'uniforme et faire que l'armée française soit beaucoup plus forte. Le péril jaune, là aussi dénoncé par les romanciers avant même la Première Guerre mondiale. La Manif pour tous en 1984 a réactivé beaucoup de ces haines. Peut-être vous souvenez-vous, mais en tout cas moi ça m'a frappé, de ces visages d'enfants. Les adultes qui ont manifesté en 2014 ne m'intéressent pas beaucoup. Mais les enfants m'intéressent. Et j'ai visionné plusieurs fois ces visages d'enfants de 6 ans, 8 ans, que les parents amènent manifester et qui expriment leur haine de qui ? Des homosexuels. Mais qu'est-ce qu'ils refusent ? Est-ce que cette loi qui allait être adoptée enlevait quelque chose aux hétérosexuels ? Non. Les hétérosexuels avaient déjà le mariage, civil ou religieux, à leur choix. Les homosexuels demandaient simplement d'avoir à leur choix le mariage civil. Or, la haine que les parents inculquaient, elle nous ramène, au fond, à cette difficulté que les 3 monothéismes, car ils se sont rassemblés au moment de la Manif pour tous, que les 3 grands monothéismes éprouvent toujours pour accepter effectivement les différences. 1984, avec les grandes manifestations contre une école unique, avait déjà montré les crispations d'une partie de la société française sur la question de l'école, mais 2014 est allé beaucoup plus loin sur le chemin de la violence. Et je terminerai en évoquant la transformation du Front National en Rassemblement National. C'est une confirmation caricaturale de ces crispations, car le rassemblement des nationaux ne peut évidemment se faire qu'à condition de
dénoncer les non-nationaux, c'est-à-dire les métèques, comme les appelait Charles Maurras, qui parlait plutôt comme la vieille France, les étrangers, comme les appelait Jean-Marie Le Pen, ou tous ceux qui ne pensent pas comme sa fille ou comme sa petite-fille. D'autres mots nous menacent, mais je ne vais pas les évoquer. Je l'ai fait dans une tribune libre effectivement, le 31 décembre 2014. D'autres mots nous menacent, le totalitarisme d'essence religieuse, porteur du terrorisme. Et on ne peut pas terminer une telle conférence sans évoquer à la fois les martyrs de Charlie Hebdo, les martyrs du 13 novembre 2015, et sans évoquer, lui est toujours vivant, Salman Rushdie, à qui je veux rendre hommage, parce qu'il a été l'objet d'une première fatwa en 1989, et cette fatwa a été réactivée en 2016, et la récompense promise pour l'assassin de Salman Rushdie a été majorée. On ne parle quasiment plus de Salman Rushdie. Vous imaginez cet homme qui, depuis 1989, c'est-à-dire 18 et 11, pratiquement 30 ans, vit sous protection policière permanente, avec un policier pratiquement dans sa chambre à coucher. On a détruit la vie de ce grand écrivain qui est encore capable d'écrire de bons livres, celui qu'il a publié l'année dernière et qui est une sorte de reprise des contes des 1001 nuits, mais à sa façon est un extraordinaire roman. Merci de m'avoir écouté.